De la princesse à dos de taureau à la communauté de destin, l'Europe, c'est plus de 2500 ans d'histoire. Un passé, un présent et un avenir que nous allons explorer. Des réussites dont nous pouvons être fiers. L'Europe, c'est aussi l'éternel champ de bataille, la folie des grandeurs et des valeurs partagées. Tant de craintes, d'espoir et de questions. Notre Europe, quelle histoire! À la fin du XVe siècle, l'Europe quitte le Moyen-Âge et entre dans une nouvelle ère. C'est le temps des grandes découvertes. Sous le signe de la croix, les Européens assujettissent le monde. Mais c'est aussi et surtout l'époque des guerres de religion. Les luttes opposent chrétiens et musulmans, catholiques et protestants. Tant de morts en Europe au nom de Dieu. Les guerres saintes, comme on les appelle, mènent le continent à la catastrophe. Quand finira-t-il donc par recouvrer la raison ? L'actuel Istanbul a été la capitale de l'Empire byzantin, sous le nom de Constantinople, elle-même construite sur le site de l'antique Byzance. En plein cœur de la ville se dresse Sainte-Sophie, qui fut le plus grand sanctuaire de la chrétienté, de l'Antiquité tardive au XVe siècle. Pour les chrétiens, elle constitue alors un lieu saint de première importance. Ce monument témoigne de l'unité du pouvoir et de la foi. C'est un modèle pour tous les empereurs chrétiens de l'Antiquité tardive. Une religion, un souverain, un empire. Pourtant, à l'Est, l'islam menace le rêve d'un empire chrétien. En 1453, Sainte-Sophie constitue l'ultime refuge des chrétiens d'Orient. Seigneur, prends pitié de nous. Une guerre sainte fait rage à ses portes. Avec l'arrivée des Turcs, l'islam prend ses quartiers dans la ville. C'est un véritable tournant de l'histoire. Les Ottomans s'emparent de l'héritage romain, que le règne du sultan perpétue à sa manière, et non plus sous le signe de la croix, mais sous celui du croissant. Bien plus tard, Constantinople deviendra officiellement Istanbul. Les Ottomans propagent non seulement leur religion, mais font également découvrir à l'Europe des délices inédits. Le café notamment devient emblématique d'une nouvelle différence culturelle qui partage le continent en deux. J'appelle ça la ligne du café. D'un côté, on boit du café filtre ou de l'expresso, de l'autre, du café turc. Elle sépare l'Europe occidentale de celle occupée durant des siècles par les Ottomans. Ces derniers ont ainsi développé une culture totalement différente. Non parce qu'ils étaient musulmans, mais parce qu'ils vivaient dans un système très hiérarchisé. Du côté ottoman, il ne s'est pas passé grand-chose, alors que de l'autre se succèdent la Renaissance, les Lumières et le romantisme, des mouvements historiques très importants. Cela a donc créé d'importantes frontières culturelles. Des frontières que l'Empire ottoman veut repousser à son profit. Dès lors, il représente l'une des plus importantes menaces pour l'Occident chrétien. Et même une menace mortelle, car bientôt, il conquiert de grandes régions d'Europe de l'Est. Après Constantinople, il cible Vienne, la porte de l'Occident.
En septembre 1529, les Turcs assiègent la ville. Le sultan, Soliman le Magnifique, n'a pas choisi cet objectif au hasard. C'est en effet à Vienne qu'ont élu domicile les très catholiques Habsbourg, les plus puissants souverains d'Europe occidentale. Toutefois, la porte de l'Europe reste close. La forteresse repousse les assaillants. Le sultan ne verra son objectif qu'à distance. Néanmoins, une certaine peur du turc restera ancrée chez les Européens. Des illustrations de l'époque nourrissent des préjugés qui persistent encore de nos jours. Ces caricatures dépeignent les Ottomans comme des monstres, les ennemis héréditaires de l'Occident chrétien, le fléau de Dieu, le Turc et le diable incarné. Les relations actuelles entre la Turquie et l'Europe restent difficiles malgré toutes les tentatives de rapprochement. Et ce ne sont pas les gestes amicaux qui pourront masquer le fossé politique qui s'est à nouveau creusé. En juillet 2016, la tentative de coup d'État a grandement détérioré la situation en Turquie, ainsi que les relations de cette dernière avec l'Europe. Ce putsch a fait de nombreuses victimes. Les chars ont voulu s'attaquer au régime en place, mais se sont retrouvés face au peuple. La rue a demandé des comptes et plébiscité l'autorité. Le président Erdogan, qui se présente comme l'homme fort de la Turquie, semble plus nostalgique de l'époque des sultans que désireux d'un avenir au sein de l'Union européenne. Wusstest du, dass Präsident Erdogan ein ganz großer Fan von diesem Sultan Süleyman ist, der Wien belagert hat? Er lässt in Ungarn sogar Ausgrabungen machen, um das goldene Gefäß zu finden, in dem angeblich damals sein Herz begraben wurde. Son cœur. Ah oui? Pourquoi, tiens donc? Parce qu'il en a pas peut-être, lui, de cœur. Nur für seine Anhänger. Sagt es nicht so laut. Ah bon? Et pourquoi? Weil Erdogan relativ schnell beleidigt ist. Et alors hein? Apparemment, il s'énerve facilement quand quelqu'un ne partage pas son avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi en train de remplacer la démocratie par une erdocratie dans son propre pays. Psst, ey, wenn er richtig sauer ist, der klagt sofort. Wir kriegen Riesenärger. Ben, quand bien même, parfois la liberté signifie aussi s'attirer la colère des autres. À moins que tu ne préfères vivre dans une Europe où tout le monde se tait bien sagement. C'est ça que tu veux? Du hast recht. Auf keinen Fall. Liberté. Ich lese jetzt erstmal ein Gedicht vor. Ouais, bon, et Erdogan, on reste zen, hein, c'était juste pour rigoler. Au XVe siècle, une autre guerre de religion fait rage, en Espagne cette fois. Les musulmans ont occupé la moitié sud de la péninsule ibérique durant près de 800 ans. Mais dès le XIIIe siècle, ils ne règnent plus en réalité que sur le royaume de Grenade et son Alhambra. La citadelle rouge est leur dernier bastion dans la lutte qu'ils mènent contre la Reconquista, la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. En 1492, l'émir de Grenade finit cependant par capituler devant le couple royal. Le besoin de rétablir un Occident chrétien se fait alors de plus en plus pressant. Sous le règne d'Isabelle la catholique, l'Espagne redevient profondément chrétienne. Mais la souveraine est loin d'être comblée par cette victoire. Bien que le banquet des festivités regorge de mets et de boissons, il est un peu fade. Après que les morts ont battu en retraite, les épices se font rares en Occident, d'autant que les routes commerciales sont contrôlées par les Ottomans en Orient. De nos jours, nous avons toujours à portée de main du poivre d'Inde, des noix de muscade d'Indonésie, ou encore du safran persan, des épices qui, autrefois, étaient rares et précieuses. Pourquoi continuer à manger du raisin? De plus, les épices promettent aussi de juteux profits. Ainsi, Isabelle la catholique décide de chercher de nouveaux moyens de se procurer ces produits venus d'Orient très prisés. Toutefois, les Portugais ont une longueur d'avance sur elle. Si la péninsule ibérique est unie dans la foi, pour le reste, une concurrence farouche règne. Sous l'impulsion de l'infant Henri, dit le navigateur, les Portugais sont déjà partis à la conquête des océans au début du siècle. Ils souhaitent rallier l'Asie en contournant l'Afrique, ce qui constitue un immense détour. Plus leurs navires progressent vers le sud, plus leur objectif de départ, l'Orient, s'éloigne.
les côtes du continent noir semblent ne jamais prendre fin. Mais il doit bien exister un chemin plus court vers les richesses des Indes et de la Chine. C'est du moins ce que pense Christophe Colomb. En quête de la route la plus rapide, le navigateur génois étudie tout ce qui lui tombe sous la main. Néanmoins, les cartes de l'époque ne lui sont pas d'une grande utilité. Mais la clé se trouve peut-être dans le Devisement du monde, le livre du grand voyageur vénitien Marco Polo. Christophe Colomb relève attentivement tous les itinéraires qui y sont retracés. Les fabuleuses descriptions de l'Extrême-Orient enflamment son imagination et ne peuvent que l'inciter à partir à l'aventure. De nos jours, les guides de voyage font naître moins de rêves et de fantasmes. En outre, la navigation n'est plus un tour de force. On peut désormais explorer la planète et en faire le tour sans bouger de chez soi. Au XVe siècle, les Européens savent déjà que la Terre est ronde, mais ils ignorent encore tout de l'Amérique. Ainsi, Christophe Colomb est convaincu de pouvoir rallier les Indes en naviguant en direction de l'Ouest. C'est une idée de génie. Toutefois, rares sont ceux qui accordent du crédit à son projet. Il lui faudra insister 6 années durant auprès de la reine avant de parvenir à la convaincre. Isabelle la catholique, voilà une occasion de revenir dans la course mondiale pour rallier l'Orient, qui promet déjà de fabuleux profits. Depuis la Reconquista, la très fervente souveraine se sent également investie d'une mission divine. Elle compte bien propager sa religion partout dans le monde. C'est donc sous le signe de la croix que Colomb prend la mer en 1492. Au nom des rois catholiques, il est chargé non seulement de découvrir de nouvelles routes vers l'Orient, mais aussi de diffuser le christianisme. Ce voyage vers l'inconnu exige assurément de Colomb et de ses hommes une grande foi en Dieu, car personne ne sait véritablement ce qui les attend au-delà de l'horizon. Ils gardent cependant le cap à l'ouest durant 35 jours. Quand ils aperçoivent enfin la Terre à l'horizon. Un petit pas pour Christophe Colomb, un grand pas pour l'Europe. Le 12 octobre 1492, le navigateur atteint les Bahamas au large des côtes américaines et prend possession de ce territoire au nom de Dieu et de la couronne. La découverte de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale a représenté un saut qualitatif extraordinairement important dans l'histoire de l'Europe. Puisqu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, l'Europe devient mondiale, elle s'étend aux dimensions du monde. Mais qui découvre qui en réalité? Et où a-t-on exactement débarqué? Christophe Colomb n'a pas conscience de la dimension de sa découverte. Il est persuadé d'être parvenu aux Indes, d'où le nom d'Indien donné au peuple indigène d'Amérique. Les autochtones sont nus et innocents, comme au paradis. À leur arrivée, les Européens ont davantage le sentiment de retrouver le Jardin d'Éden que de découvrir le Nouveau Monde. Est-ce le paradis sur Terre ou un enfer vert? Pour les premiers découvreurs, cette nature primitive semble paradisiaque. Alors que chez eux, ils cultivent laborieusement les champs, ici, tout semble pousser et foisonner naturellement. Au départ, on ne trouve sur ces terres ni épices ni or. On découvre cependant une céréale qui n'est pas sans rappeler le métal précieux et que les autochtones appellent maïs. Cette plante, typique du Nouveau Monde, est cultivée depuis des siècles par les grandes civilisations d'Amérique. Grâce à Christophe Colomb, elle va être introduite dans l'Ancien Monde. Actuellement, le maïs est la céréale la plus cultivée. Par ailleurs, ce n'est pas la seule plante importée d'Amérique à avoir modifié les paysages agricoles et les habitudes alimentaires de l'Europe.
franchement, non, mais c'est tout ce qui est sorti de la découverte de l'Amérique. Du maïs pour faire des céréales toutes molles et des pop-corn. Pas étonnant que les États-Unis soient un pays si pauvre en matière de gastronomie. Moment, nicht so voreilig. Aus Amerika kam auch das hier, zu uns in die alte Welt. La pomme de terre. Ohne Kartoffel, keine Mulfrit, keine Fish and Chips, keine Pommes-Schranke. La pomme de terre, franchement, Christophe Colomb aurait pu s'épargner le voyage. Personnellement, moi, je préfère la pasta italiana. Mit Tomatensauce, nehme ich an? Ah, évidemment, avec de la sauce tomate, tu vois. Pas besoin de ces légumes américains. Das amerikanische Gemüse, die Grundlage für Pizza und Pasta. La tomate? Vraiment? Bon, bah, quand bien même. Zum Nachtisch empfiehlt die Küche das französische Dessert an sich, Crème Brûlée. Eh ben, tu vois, en cas d'urgence, on peut toujours se rabattre sur la cuisine 100% française. Die Küche bedauert, dass sie Crème Brûlée bis zur Entdeckung Amerikas nur ohne Vanille servieren kann. Verdammt. Tordesillas, dans le nord de l'Espagne. C'est ici que se rencontrent en 1494 des négociateurs espagnols et portugais. Entre eux, les chrétiens font preuve de civilité. Le pape est l'arbitre d'un jeu peu ragoûtant. Le partage du monde. Les deux plus grandes puissances maritimes d'Europe comptent en effet se le partager. Bien. Non. Ainsi démarre le marchandage du globe. Avant même que tous les territoires de la Terre n'aient été découverts et sans rien demander aux peuples qui y vivent, Espagnols et Portugais se les répartissent. Le tout avec l'approbation de l'Église, en vertu de la citation biblique « Emplissez la terre et soumettez-la ». Le traité de Tordesillas divise le monde en deux. Une partie revient aux Espagnols, l'autre aux Portugais. Au lieu de favoriser la paix et la concorde, il va renforcer la course aux colonies entre les Européens. Le feu vert est donné à l'européanisation du monde, au nom de Dieu. Les deux puissances qui étaient à l'origine de cette découverte, le Portugal et l'Espagne, ont décidé de transformer les territoires conquis militairement en colonies, mais aussi ensuite en les convertissant à la religion qui était celle des rois d'Espagne et des rois du Portugal, donc le christianisme. Cette évangélisation se fait souvent par la force. Après les Caraïbes, les Européens conquièrent le continent. En 1519, l'Espagnol Hernán Cortés débarque sur les côtes de l'actuel Mexique, un pays peu développé mais qui abrite une grande civilisation. Ici règnent les Aztèques, passés maîtres dans l'art de l'orfèvrerie, un savoir-faire qui va causer leur perte. Car à l'instar de Hernán Cortés, nombreux sont les conquistadors qui souffrent d'une maladie que seul l'or peut guérir. Ils sont en quête de l'Eldorado, le légendaire pays de l'or. L'arrivée des Espagnols va être funeste pour les Aztèques. La foi n'était qu'un prétexte. Sans pitié et forts de leur supériorité militaire, les Européens éliminent ceux qui étaient chez eux. La capitale des Aztèques doit céder la place à celle de la Nouvelle-Espagne, Mexico. Une cathédrale a succédé au temple aztèque. Des crânes érodés et d'anciennes fondations constituent les uniques vestiges de cette civilisation ancienne. Les populations indigènes se sentent aujourd'hui comme des étrangers sur leur propre terre. Le 12 octobre, date de la découverte de l'Amérique, est pour eux un jour de deuil. Contre l'oubli de leur civilisation, ils perpétuent danse et folklore. Pourtant, la colonisation reste pour eux un traumatisme. La conquête a été un choc très profond pour les populations d'Amérique centrale et d'Amérique latine. La population d'origine a diminué pratiquement de 80 à 90% à la suite des immenses épidémies qui se sont. Donc cette population affaiblie, diminuée, vaincue, n'a pas d'autre choix que d'accepter le christianisme qui lui est imposé. Qu'en dit-on à Rome ? Au début du XVIe siècle, le pape est préoccupé par des choses visiblement plus graves, notamment la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre.
L'ostentation l'emporte sur l'humilité et le pape a recours aux indulgences pour financer le lieu de culte. C'en est trop pour Martin Luther, un moine allemand. Il laisse éclater sa colère publiquement dans 95 thèses où il remet en question l'alliance des pouvoirs entre l'Empire et l'Église. Une religion, un souverain, un empire, rien dans la Bible ne fait allusion à cela. Or, Luther ne jure que par la parole de Dieu, rejetant l'autorité du pape. Il joue avec le feu. Les temps ont pourtant changé depuis qu'a eu lieu en Allemagne une révolution des supports d'information, l'imprimerie à caractère mobile. L'invention de Gutenberg permet à Luther d'imprimer ses thèses à plusieurs milliers d'exemplaires. Il devient donc difficile pour l'Église de faire taire la critique. Cependant, le pape a lui aussi recours à cette nouvelle technique pour sa propre propagande. Sur tout le continent, catholiques et protestants se déchirent pour savoir de quel côté est la foi véritable. Une foire d'empoigne digne des flots d'insanité déversés de nos jours dans les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une période tumultueuse, en particulier pour Luther, à tel point qu'un soutien politique le met en sûreté au château de la Wartburg. C'est là qu'il traduit la Bible en allemand, considérant que la parole divine doit être accessible à tout un chacun, et non aux seuls prêtres parlant le latin. La réforme entraîne un éclatement de l'unité religieuse et linguistique de l'Europe. Les langues nationales prennent progressivement le pas sur le latin, la lingua franca de l'époque. Chaque nation possède un dépôt qui renferme ses trésors linguistiques. En Allemagne, il s'agit de la bibliothèque Anna Amalia de Weimar, où est notamment conservée l'une des premières Bibles de Luther. La réforme fait des émules sur tout le continent. Jean Calvin en France, Ulrich Zwingli en Suisse, John Knox en Écosse. Chacun propose sa propre vision du protestantisme. Le paysage religieux se morcelle en Europe. Pour la première fois dans l'Europe latine, il n'y a plus d'unité religieuse. Il y a différentes dénominations, donc ça accentue la division interne de l'Europe. Chacune de ces dénominations développe une culture spécifique. Donc jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un pays protestant ou dans un pays catholique ou dans un pays anglican. Berlin se situe dans l'ancienne Prusse protestante. De nos jours, la ville fait plutôt figure de friche religieuse. Moins d'un tiers des Berlinois se déclarent encore chrétiens. Les cybercafés attirent davantage que les églises et sont le théâtre d'une nouvelle révolution médiatique. Sur la toile, chacun est désormais libre de croire ce qu'il veut. Mais dans la cybercommunauté, une nouvelle lutte fait rage. Les disciples d'une toile libre s'opposent au contrôle de l'État et les lanceurs d'alerte sont les hérétiques de l'ère numérique. Man soll die Christen lehren, dass der Papst, wüsste der Ablastprediger Schinderei lieber wollte Mist. Dis-moi, tu fais quoi là exactement là? Ich versuche die 95 Thesen von Martin Luther auf Twitter zu posten. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Schau mal, Thesen ans Kirchenportal in Wittenberg anschlagen, ja? Das ist alles super, ist alles cool, aber das ist ja nur ein einzelnes Messageboard und dazu nur lokal abrufbar. Ich meine, rein von der Reichweite her, da ist doch viel mehr drin. Das, mit der richtigen viralen Strategie, da hätte Luther seine Follower echt verzigfachen können. Des followers, tu veux dire des protestants? Ja klar, Protestanten, Evangelien, also da müssen wir auch nochmal ans Wording ran. Das knallt überhaupt nicht. Da muss ein riesen Hashtag her, ein Killer-Hashtag. Sowas wie Hashtag nicht meine Kirche. Oder, Moment, Aufschrei gegen Ablass. Das ist ein gutes Hashtag. Hashtag, t'es au courant que la réforme a eu lieu il y a 500 ans. Hashtag, t'arrives un peu tard quand même. Entschuldigung mal bitte, für eine geile Message ist es nie zu spät. Man muss nur wissen, wie man die sozialen Netzwerke mobilisiert, dann ist alles easy. La réforme prend une tournure distincte en Angleterre, où le roi fonde sa propre église. Depuis son couronnement, Élisabeth II est également le gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. En théorie, l'homologue du pape. Hallo,
L'anglicanisme est la version protestante de l'alliance du pouvoir et de la religion. L'exception anglaise débute au XVIe siècle dans ce château, le palais royal de Hampton Court, aux portes de Londres. C'est là que réside Henri VIII. Le monarque est doté d'un fort instinct de chasse, en particulier concernant les femmes. Ce n'est pas une conception divergente de la foi qui va l'inciter à rompre avec l'Église catholique, c'est une histoire d'infidélité conjugale. Sa première épouse, une catholique espagnole, ne lui donne aucun fils. Comme il lui avait déjà accordé une dispense afin d'épouser la veuve de son frère, le pape lui refuse le divorce. Henri se fait proclamer chef suprême de l'Église d'Angleterre, il se sépare du Vatican et de sa femme. Les 5 reines suivantes ne connaissent pas non plus une fin très heureuse. 2 sont exécutées, une est répudiée et une autre meurt à peine sortie de couche. Son fils Édouard VI lui succède. Puis sa fille Marie Ier, qui tente de rétablir par la force le catholicisme. Et enfin, son autre fille, Élisabeth Ier, qui s'efforce de refermer les plaies dans un royaume divisé religieusement. Cette protestante convaincue désire plaire à tous ses sujets, même aux catholiques. Elle se met donc en scène, à la fois comme mère de la nation et reine vierge, tentant de faire oublier le douloureux souvenir de Marie, surnommée la sanglante. Au départ, elle a le continent à ses pieds. Les princes de toutes les confessions la dévorent des yeux. Même le roi catholique d'Espagne lui demande sa main. Pourtant, si elle aime à se laisser courtiser, elle éconduit tous les prétendants. Non pas qu'elle soit chaste, mais à quoi bon partager le pouvoir avec un homme ? En Écosse, une autre femme prétend à la couronne d'Angleterre, la fervente reine catholique, Marie Stuart. Héritière présomptive, car descendante d'Henri VII, elle dispose d'un avantage sur la reine vierge. Elle a déjà un héritier mâle. Prétendue reine d'Angleterre, suppôt de Satan, hérétique. En outre, Marie Stuart est soutenue par Rome. L'Église catholique veut mettre un terme au schisme en Angleterre. Une nouvelle va alors créer des remous. Le pape excommunie Élisabeth Ier et menace d'étendre l'excommunication à ses partisans. Excommunier? C'est une usurpation. Élisabeth Ier et Marie Stuart reprennent le flambeau dans la lutte confessionnelle qui divise l'Occident chrétien. La reine protestante va désormais montrer un visage plus cruel. À l'époque, la Tour de Londres est un antre de la torture. Ici, comme dans tout le pays, Élisabeth Ier fait exécuter des centaines d'opposants religieux. Le même sort attend Marie Stuart. Chacun de ses pas vers l'échafaud éloigne un peu plus les Britanniques de l'Europe. Car en tranchant la tête de la reine catholique, l'Angleterre coupe aussi toute relation avec le continent. À cette même époque, les côtes anglaises se trouvent menacées par une grande puissance catholique. Élisabeth Ier va devoir braver la fureur des Espagnols. Mais contre leur invincible armada, elle ne peut plus s'en remettre qu'au ciel. Heureusement, elle peut compter sur la mauvaise météo anglaise. Comme dit la chanson, Britannia règne sur les flots. Tempête, mauvaise visibilité et habileté stratégique de la Reine Vierge, le sort en est jeté pour la flotte ennemie. Désormais, les Britanniques vont étendre leur domination sur les mers et les océans. Car c'est là qu'Élisabeth Ier voit l'avenir de son royaume, et non pas sur le continent. Sous son règne, l'Angleterre s'éloigne du continent. L'Église d'Angleterre demeure protestante et sur tout le territoire. Grâce à Élisabeth Ier, le royaume connaît un véritable âge d'or. Son règne marque le début de l'expansion de l'Empire britannique.
les Anglais portent leur regard sur d'autres parties du monde. Une sorte de premier Brexit? Ils bâtissent leur propre empire protestant. Londres acquiert une renommée mondiale et un Anglais révolutionne l'art dramatique européen. Le théâtre du Globe est sa scène. En seulement un quart de siècle, il écrit près d'une quarantaine de pièces et plus de 150 poèmes. Il s'agit de William Shakespeare. En Angleterre, c'est donc un homme de théâtre qui concourt à l'essor de la langue nationale et non un moine théologien comme en Allemagne. Shakespeare va en effet marquer la langue anglaise de son empreinte plus qu'aucun autre. Bien qu'il s'inspire de drames antiques ou d'événements et de personnages historiques, il n'en crée pas moins quelque chose d'inédit et fait souffler un vent de renouveau sur le théâtre européen. Shakespeare écrit des pièces pour le peuple. Son théâtre devient le lieu de toutes les audaces. Ici, on parle de la vie telle qu'elle est vraiment. Loin d'être des événements élitistes, les représentations sont faites pour divertir tout un chacun. Même actuellement, un large public peut sans cesse redécouvrir Shakespeare. Si les décors et les costumes sont surannés, l'intrigue fascine toujours autant le spectateur moderne. À notre époque, on considère le théâtre comme une activité élitiste, que les gens apprécient avec une certaine fierté. Il n'en va pas de même dans le Londres de Shakespeare. Le théâtre est un divertissement populaire au même titre que d'autres distractions de masse comme le bowling, la chasse, les pubs, les bordels, toutes sortes de choses auxquelles on peut s'adonner dans n'importe quelle grande ville bruyante. Les élites ne se désintéressent pas pour autant du théâtre. L'aristocratie et la royauté s'impliquent énormément dans les compagnies. Celle de Shakespeare deviendra d'ailleurs la troupe du roi. Miracle! Voici nos mains posées contre Shakespeare vient à la cour pour la divertir. Mais la maison royale connaît ses propres coups de théâtre. Lorsque la reine vierge meurt, en 1603, son successeur sur le trône n'est autre que le fils de Marie Stuart. Pour vous sauver la vie. Beaucoup de bruit pour rien, comme dans la pièce favorite à la cour. Silence! Je vous ferme la bouche. Rien de mieux qu'une comédie pour oublier les querelles. Applaudir ensemble plutôt que se battre les uns contre les autres. Tel est le programme de Jacques VI d'Écosse, qui devient Jacques Ier d'Angleterre. Les deux royaumes, divisés religieusement, finiront par former une seule nation. Un drapeau vient renforcer l'unité nationale. Appelé Union Jack, il réunit la croix anglaise de Saint-Georges et la croix écossaise de Saint-André, auquel s'ajoutera bien plus tard la croix irlandaise de Saint-Patrick. Symbole du glorieux passé du Royaume-Uni, ce beau drapeau deviendra-t-il bientôt de l'histoire ancienne? Depuis le référendum sur le Brexit, les Britanniques sont plus que jamais en désaccord. Le pays est en proie à l'anarchie à laquelle appelaient en leur temps les Sex Pistols. Les nationalistes divisent aujourd'hui le royaume. Ils veulent que leur nation retrouve leur indépendance et sortir de l'Union européenne et de ses problèmes. Ce faisant, ils ont déclenché l'une des plus grosses crises d'après-guerre qu'ait connue l'Europe, mais aussi le Royaume-Uni. L'avenir est on ne peut plus incertain, d'autant qu'après le Brexit, voilà que menace le Scotsxit. Résonne-t-il comme le chant du cygne du Royaume-Uni? Super. Après le Brexit, le Scotsxit. Bah oui, peut-être que l'Écosse va devenir indépendante aussi. Immer diese Volksabstimmungen neuerdings. Sind wir in Europa oder im Spielcasino? Tu t'ennuies peut-être? No risk, no fun. Alors, tu paries sur quoi, toi? Nee. Ich wette überhaupt nicht mehr. Ich lag schon beim Brexit völlig daneben, auf keinen Fall. T'es pas la seule. Allez, nouvelle donne, nouveau jeu. Est-ce qu'on va assister à l'indépendance écossaise? Oui ou non? Pile ou face? Kopf. Und?
Alors que les Britanniques s'éloignent de l'Europe, de plus en plus d'Européens de l'Ouest s'éloignent de la religion. Des églises deviennent des restaurants, où les nourritures spirituelles sont remplacées par des nourritures terrestres. Seule la décoration est restée pieuse. Dans le chœur, on sert du café. Aux durs bancs d'église ont succédé des lits confortables. Le lieu de culte s'est transformé en temple du livre. De nos jours, la plupart des gens en ont assez des conflits religieux. Cependant, le chemin vers la coexistence pacifique des religions est long et douloureux. En 1609, dans la belle ville de Prague, les protestants bénéficient d'une certaine liberté religieuse. Mais les choses se gâtent. En 1618, ce droit ayant été violé, les protestants défenestrent des gouverneurs catholiques. Cet incident ravive les tensions et va mener à la guerre de 30 ans. L'empereur germanique est catholique et continue de rêver d'un Occident chrétien. Il veut rétablir l'ordre ancien, une religion, un souverain, un empire. C'en est trop pour ses voisins. Le Danemark, la Suède et la France se dressent contre la domination allemande. Gustave Adolphe, le roi protestant de Suède, est en toute première ligne dans ce conflit. Au cours de la guerre de 30 ans, il va devenir la figure de proue des chrétiens réformés. Le souverain suédois croit aussi en un Occident chrétien, à condition d'en être à la tête. Il aspire à devenir le premier empereur protestant d'Europe. La guerre fait déjà rage depuis une douzaine d'années lorsque Gustave Adolphe intervient. Aucun des deux camps ne parvient à remporter de bataille décisive dans cette lutte pour le pouvoir politique et religieux, ni les catholiques, ni les protestants. Au milieu de ce carnage, le souverain suédois se retrouve isolé de ses troupes. Reformez les rangs! Les conséquences en sont fatales. Gustave Adolphe meurt en Saxe sur le champ de bataille. Ni l'épée, ni la religion ne parviendront à unir l'Europe. Gustave Adolphe l'a compris trop tard. Au XIXe siècle, le lieu de sa mort devient un lieu de pèlerinage protestant. De nos jours, les Suédois se souviennent de leur roi avec moins de pathos et davantage de pâtisserie, en particulier à Göteborg. Chaque année, à grand renfort de gâteaux, on célèbre ici l'anniversaire de la mort du roi lors de la journée de Gustave Adolphe. Les bombes ne sont plus que caloriques et le patriotisme inoffensif. Ces douces tentations sont bonnes pour les affaires et restent le meilleur moyen d'oublier l'amer souvenir de l'époque des guerres de religion. La guerre se poursuit, mais sur d'autres fronts. Après les Suédois, c'est au tour des Français de se mobiliser contre l'armée de l'empereur germanique. Catholique contre catholique, il est question non plus de religion, mais de pouvoir. La quête de la suprématie a un prix. Plus d'une dizaine de millions de morts en plein cœur de l'Europe. Dieu n'a pas pu vouloir une chose pareille. Cette division interne de la chrétienté latine va susciter des interrogations. Qu'est-ce qu'il en est des prétentions de chacune de ces confessions à dire qu'elle détient la vérité alors qu'elles se combattent en permanence? Est-ce que, en réalité, tout cela ne repose pas sur des illusions? Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser en se référant à de nouvelles valeurs? Et c'est en quelque sorte la conséquence à moyen terme de l'ère des réformes, c'est-à-dire le mouvement des Lumières. Le retour à la raison s'opère en Westphalie. C'est ici, dans les villes de Münster et d'Osnabrück, que l'histoire mondiale va s'écrire. Les belligérants s'y rencontrent afin de trouver un moyen de sortir de l'impasse. Après 30 ans de conflit, protestants et catholiques sont à bout de force. L'épuisement les contraint à faire preuve de tolérance.
Une fois de plus, l'unité de l'Occident chrétien n'est qu'une illusion. Les Européens ne sont plus rassemblés par une religion, un souverain et un empire. Lors du premier congrès pour la paix du continent, ils cherchent une issue. En 1648, la paix de Westphalie engendre une Europe nouvelle. Fini la domination, place à l'équilibre et à la tolérance. Telle est l'aspiration des signataires. Au XVIIe siècle naît en effet une sorte de nouvelle conception de l'Europe. Les 3 décennies d'affrontements sanglants aboutissent à une réorganisation du continent. Les notions de paix et d'équilibre se développent. Elles intègrent ce nouvel ordre géopolitique. Le concept que l'on trouve à l'époque pour cela, c'est l'Europe. La paix de Westphalie met fin aux guerres de religion. Elle consacre la souveraineté religieuse des pays, y compris dans le Saint-Empire romain germanique. La force allemande, constituant aux yeux des voisins la plus grosse menace pour la stabilité européenne, ont restreint la puissance de l'empereur. Préférer la diversité à l'unité, ainsi fonctionne la nouvelle Europe au XVIIe siècle. Le projet de paix de notre époque est l'Union européenne. On se montre diplomate, malgré tous nos différends. Ne serait-ce donc qu'une façade? Si la chancelière qui donne le ton en Allemagne et en Europe est protestante, ce n'est plus la religion qui divise l'Union européenne, c'est l'argent. Car lorsqu'il s'agit de gros sous, l'amitié disparaît bien vite. Depuis le passage à l'euro, tous les regards sont à nouveau braqués sur l'Allemagne. Serait-elle la grande gagnante de l'union monétaire? La crainte d'une domination allemande se fait jour, tout comme celle d'un bouleversement de l'équilibre européen. Le diktat allemand de l'austérité réveille de mauvais souvenirs. Ah mais les Allemands, vous prenez toute la place. Ils croient toujours qu'ils savent comment ça marche. Moment. Der Westfälische Frieden kam ja schließlich auch schon auf deutschem Boden zustande. 4 Jahrhunderte. Kompetenz in Sachen Friedensordnung, das soll uns erstmal einer nachmachen. Bah oui, à part 2 petites guerres mondiales et un conflit franco-allemand, non? Ah, ja, stimmt. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de nation allemande telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais une nation française, ça, oui. Au XVIIe siècle, tous les princes d'Europe voulaient être comme le roi de France. Ja, nämlich absolument absolutistisch. Auch eine Art von Friedensordnung geht nur immer schief. Exceptionnellement, d'accord.